Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne David Duquesne, Voyage en terre de guérison. Alors aujourd'hui, comment fait-on pour réactiver, en tout cas, quelle piste puis-je vous proposer pour réactiver des mécanismes de résilience qui fonctionnaient très bien auparavant, qu'on avait acquis au cours d'un processus thérapeutique, qui avait permis une forme de stabilité, permettant d'accueillir des guérisons, même, de ce dont j'ai témoigné dans une vidéo précédente. Et donc, cette stabilité, ben, elle fonctionnait bien. Et puis, en fait, tout ça est un peu mis à mal et par des épreuves d'une période beaucoup plus éprouvante au niveau énergétique et émotionnel, qui vient donc désactiver la plupart de ces mécanismes de résilience. Alors, comment fait-on? Quelles pistes peut-on explorer au niveau thérapeutique pour réactiver donc ces mécanismes de résilience? Également, si vous comme moi, euh, il est plus aisé d'entrer en résonance avec le monde émotionnel d'autrui, plutôt que d'entrer en résonance, enfin d'entrer carrément tout court dans son propre monde émotionnel, d'y rester, d'explorer ce qui s'y passe, de rester aux prises avec ce qui s'y passe également, et qu'il est plus confortable, du coup, bah oui, de surfer sur la couche superficielle de nos émotions. Si vous aussi, que moi, vous avez ce type de fonctionnement-là par rapport, ce type de rapport-là aux émotions, comment pourtant les émotions peuvent-elles être un substrat thérapeutique, peut-être être une des bases fondamentales et primordiales pour retrouver une très bonne santé mentale, pour avancer, pour cheminer au niveau thérapeutique dans, dans le rééquilibrage, là où c'est possible, de son univers intérieur. Bref, pour se sentir mieux dans sa peau. Euh, hum, dans une société où finalement, c'est vrai, et à juste titre d'ailleurs, nous sommes fortement invités à accumuler, à vivre en tout cas des expériences émotionnelles qualitatives, donc positives, agréables. Et quand je dis que c'est à juste titre, c'est parce que scientifiquement, il est prouvé que les hormones de bien-être et de bonheur participent à une meilleure immunité, donc une meilleure santé du corps humain. Cela dit, on oublie parfois, c'est vrai, que euh, vivre des émotions compliquées, inconfortables, dites négatives, participe aussi à une meilleure santé mentale. Et ça, parfois, on oublie de mentionner que cette partie-là est également nécessaire. Alors, je vous informe déjà que dans la suite de cette vidéo est en réalité un podcast. C'est un enregistrement que j'ai effectué il y a maintenant plusieurs mois de ça. À ce moment-là, il faisait froid. Donc, il y a au moins il y a 2 saisons. Donc, c'est un enregistrement que j'ai effectué justement à cette période critique où je venais de constater non seulement que la plupart de mes mécanismes de résilience étaient désactivés et que je venais, grâce à ces expériences thérapeutiques dont je vais vous parler ici, de les réactiver, ce qui m'a permis, in fine, plus tard, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, de, de retrouver une stabilité et même en fait de lui donner plus de consistance, lui donner des mises à jour d'une certaine façon, l'upgrader pour, euh, pour lui donner plus de souplesse également. Donc finalement, c'était pas juste se remettre debout, mais c'était aussi pouvoir avancer, mais de manière beaucoup plus adéquate. Voilà. Euh, Autrement dit, faire quelques pas, voire 5, 6 pas en avant quand on venait juste d'en faire trois en arrière et un petit sur le côté. Donc voilà. J'ai décidé de le laisser en tant que tel parce que c'est vrai que si j'avais reformulé ce que j'ai déposé dans le podcast qui va suivre ici, j'aurais expliciter les choses de manière différente puisque je suis plus au même endroit. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus pertinent, en tout cas j'ai trouvé ça juste de le laisser en tant que tel. Aussi parce que l'ADN de ma chaîne, c'est de livrer des témoignages à prendre en tant que tel. Autrement dit, il est inutile de tirer des généralités à partir d'un seul témoignage, sinon on s'éloigne des réalités, mais des témoignages à prendre en tant que tel, d'expériences que j'ai vécues où je livre des ressentis
qui n'ont pas valeur de vérité universelle, mais qui ont valeur de réalité, qui expriment mes propres réalités, des réalités qui elles-mêmes sont influencées par des croyances, qui sont les croyances sont aussi des réalités agissantes. Mais donc, bref, dans ce témoignage-là, c'est toujours un instantané de là où j'en suis, moi, en tant qu'être humain, parmi plus de 7 milliards d'êtres humains rassemblés sur cette planète Terre, suspendue dans l'univers dont on sait finalement très peu de choses. Euh, je vous invite, si vous trouvez des pistes intéressantes ou quelque chose vous interpelle dans les témoignages que je dépose ici, je vous invite toujours à euh, adapter les expériences émotionnelles, les pistes thérapeutiques à vos propres singularités et à votre propre fonctionnement. Parce que même si nous sommes tous égaux, nous les êtres humains, au-delà de nos différences, donc parce qu'on fait tous partie de la race humaine, donc voilà, et nos propres différences à nous n'empêchent pas l'égalité. Eh bien, aussi nous sommes tous uniques. Ça n'empêche pas l'égalité non plus, mais nous sommes tous uniques. Et cette unicité, même la science le prouve, puisque même les véritables jumeaux ont des empreintes digitales différentes. Donc, pour moi, adapter ce qui fonctionne bien, ce qui a fonctionné pour autrui, à ses propres singularités, c'est une manière d'honorer sa propre unicité, c'est une manière également euh, de rester souveraine de son propre univers intérieur. Et par rapport à ça, je vais terminer sur ça, je vous invite à vraiment honorer votre unicité parce que ça éloigne de cette énergie de comparaison. Et pour citer quelque chose d'un peu plus fort, pour être peut-être encore plus explicite, je vais citer une des phrases qui a été dite par le plieur fou, c'est son surnom. C'est un créateur français d'origami qui est très connu dans le monde des origamis. Et en réponse à une personne qui le challengeait, pour dire les choses gentiment, eh bien, il a répondu cette phrase que je trouve vraiment magnifique. Il dit, je ne suis pas dans les rivalités et donc personne n'est au-dessus de moi. Et ici, évidemment, il n'est pas question de rivalité, etc. Mais c'est vrai que quand on honore son unicité, on comprend que personne n'est au-dessus de soi et qu'on est au-dessus de personne non plus. Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir. Par contre, on peut, parce que nous sommes tous égaux, nous sommes tous humains, on peut partager des expériences qui viennent faire écho à certaines choses en soi, et ça peut être un tremplin, ça peut aider à avancer. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, et plus particulièrement encore ces derniers mois. Ça fera l'objet aussi d'une d'une prochaine vidéo que je n'ai pas annoncée, mais je vais le faire sur faire coexister finalement une ressource thérapeutique telle qu'un groupe de parole avec d'autres ressources thérapeutiques à côté. En quoi est-ce que cela permet vraiment de faire des bonds en avant gigantesques. Donc voilà, je vais en rester là. Pour les personnes qui souhaitent en rester ici, justement, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à prendre bien soin de vous également, en tenant compte des autres aussi. Et puis, pour les autres qui me suivent, eh bien, je vous souhaite une très belle écoute et à très bientôt. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube Devi Ducan, Voyage en Terre de Guérison, une chaîne consacrée au témoignage Apprendre en tant que tel, d'expériences, d'outils et de combinaisons d'outils thérapeutiques, de processus thérapeutiques, ainsi que de guérison. Ce que j'entends par guérison, c'est un retour à l'équilibre naturel. Je ne parle donc pas de normalité, mais d'équilibre naturel qui s'avère stable dans le temps lorsque la guérison est terminée. Je vais aborder le thème annoncé dans ma bande-annonce, à savoir voyage chamanique de guérison et émotion, substrat thérapeutique, substrat entre guillemets, thérapeutique. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi certaines de mes vidéos, vous savez que j'aime bien structurer les choses d'une certaine façon et notamment d'inclure une mise en contexte. Et dans cette mise en contexte, je dépose toujours des informations qui peuvent être
potentiellement intéressante pour nuancer et éventuellement même éclairer d'une autre façon ce qui suit après. Donc ici, pour ce podcast, eh bien, je ne vais pas déroger à mon habitude. Je vais commencer par une mise en contexte. Ensuite, la première partie sera consacrée aux émotions en tant que substrat thérapeutique. Et la deuxième partie sera consacrée au voyage chamanique de guérison aussi en tant que substrat thérapeutique. Et je vais expliquer là-bas notamment comment je fais pour reconnaître concrètement qu'il s'agit bien d'un voyage chamanique de guérison et pas d'autre chose. Et je vais aussi expliciter de la meilleure manière possible en quoi un voyage chamanique de guérison, celui-là parmi tant d'autres en tout cas, a pu vraiment rendre propice tout ce travail sur les émotions, tout ce que j'ai déposé, toutes ces expériences que j'ai eues concernant les émotions et dont je parle dans la première partie de ce podcast. Je voudrais rappeler avant tout que tout ce que je dépose dans mes vidéos, ce ne sont toujours que des instantanés de l'endroit où j'en suis dans un cheminement, le mien, qui est continu, dans un processus continu. Et donc, je ne peux évidemment toujours parler que de là où j'en suis. Et donc, ce que je dépose ici, c'est toujours avec authenticité. Pour moi, l'authenticité veut dire que j'ai la liberté de choisir ce que je dis et ce que je tais. Mais dans ce que je dis, il y a toujours une grande sincérité, ma sincérité. Et je précise aussi que justement, comme on est toujours dans un processus continu d'une certaine façon, pour moi, personne n'a la science infuse, mais ce que l'on peut dire de là où on en est, ça révèle finalement nos propres réalités, mais en rien les propres réalités de quelqu'un, en tout cas en rien mes propres réalités à moi, ne constituent une vérité absolue pour autrui. Donc, je vous invite vraiment à écouter la suite du podcast et même toutes mes vidéos passées, présentes et futures à partir de cet angle-là, sachant que moi, je partage des informations, je vous transmets des informations en souhaitant qu'elles puissent être potentiellement bénéfiques pour vous et ou pour autrui, parce qu'à la fois, nous sommes tous uniques et semblables, et je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais tout ça, évidemment, toutes les informations que je dépose, ce dont je témoigne, ça n'a rien d'exemplaire pour autrui, ça n'a rien d'exemplaire tout court d'ailleurs, et c'est juste des pistes de réflexion que je vous invite à ajuster à votre propre fonctionnement naturel, à ajuster à votre propre vécu, à vous-même en tant que personne singulière. Si, en tout cas, cela vous tente, si cela vous interpelle, si vous en avez vraiment envie. Donc, c'est juste une invitation que je vous fais là. Et je vais revenir sur le côté semblable et unique, et puis je terminerai ma mise en contexte sur ça, à savoir que pour moi, en tout cas, là où j'en suis, de nouveau, il y a deux éléments qui sont un dénominateur commun pour les humains depuis le début de l'histoire de l'humanité, quel que soit le siècle, quel que soit le pays où l'on est né, où l'on a vécu, quel que soit le sexe, le genre, la richesse, le statut social, la culture, etc. Bref, ce qui est vraiment un dénominateur commun à chaque être humain, c'est que nous avons à la fois des émotions et nous commettons des erreurs. Commettre des erreurs et les émotions, ce sont vraiment les deux éléments du dénominateur commun. Les personnes avant nous ont ressenti des émotions d'une manière ou d'une autre. Actuellement, nous ressentons également des émotions d'une manière ou d'une autre, et les personnes après nous, c'est la même chose. Les personnes avant nous ont commis des erreurs. Actuellement, nous en commettons encore des erreurs, et les générations futures commettront également des erreurs, mais le plus important, c'est ce qu'on fait après. C'est ce qu'on fait après les erreurs, c'est ce qu'on fait après les émotions également. Voilà, donc je termine cette mise en contexte sur ça, et je vous invite donc à poursuivre dans la première partie de ce podcast, à savoir les émotions. Bienvenue dans cette première partie de podcast concernant les émotions en tant que substrat thérapeutique. Alors,
Petite mise en contexte très très courte. À la base, je pensais vraiment que j'étais une personne qui était au courant de ses émotions. Même s'il m'arrivait par moments de fondre en larmes dans des endroits tout à fait inappropriés d'ailleurs, subitement, mais c'était plus fort que moi. Et je sentais une immense souffrance, effectivement, et que j'étais triste, mais je savais pas exactement pourquoi. Alors, effectivement, il y avait également quand même des faits, des événements qui pouvaient expliquer, justifier un certain vécu, qui pouvaient justifier qu'à un moment donné, trop, c'était trop. Mais en tout cas, voilà, je pensais quand même, je pouvais ressentir de la tristesse, de la joie, de l'amour, de la colère, bref. Donc, je pensais vraiment être au courant de mes émotions. Et puis, c'est vrai que c'était des émotions plutôt unicolores, mais avec des intensités variables, mais des émotions unicolores. Et puis, la vie est mouvement, et je me suis retrouvée à un moment donné à décider de consacrer du temps à essayer de ressentir vraiment ce qui se passait dans mon corps. Et du coup, j'ai décidé de créer un espace-temps, donc vraiment pendant un temps déterminé, dans une pièce au calme où rien ni personne ne pouvait venir me déranger. Soit je me couchais, soit je m'asseyais. Mais en tout cas, ce que je me disais, c'est maintenant, tu ne te lèves pas, tu ne te relèves pas tant que tu n'as pas pris le temps de ressentir dans ton cœur ce qui se passe au niveau émotionnel. Et ça, sans te juger, parce que ça sert à rien. Et évidemment, le mental, il va t'amener plein de jugements, il va t'amener plein de petites phrases, peut-être même des petites phrases assassines, mais c'est pas grave. Tu te laisses ressentir jusqu'au bout sans te juger ce que vraiment cet événement-là t'a fait. Et donc, je me suis imposé ça. Euh, et là, j'ai été assez étonnée de ce qui s'est passé, dans le sens où je me souvenais d'un événement précis que j'avais vécu avec un membre de ma famille, et à ce moment-là, j'avais ressenti de l'empathie. Et lorsque je me suis mis dans cet espace-temps réservé à ressentir ce qui se passait réellement dans mon cœur, j'ai vraiment été étonnée de ressentir, ben oui, non, d'abord de l'empathie, mais ça, il n'y avait rien de surprenant, puisque voilà, c'est ce dont je me souvenais. Mais au fur et à mesure que je me laissais ressentir des choses, eh bien, je me suis surprise à ressentir euh, de la colère, et puis une forme de mépris, et puis une forme d'incompréhension, et puis une forme d'immense compréhension, mais pleine d'amour, une forme d'amour inconditionnel, et puis à nouveau de l'empathie. Et j'étais vraiment, c'est comme si je suivais un fil émotionnel, comme ça je découvrais au fur et à mesure les émotions. Et là, je me suis rendu compte que, en réalité, je n'étais pas une personne qui ressentait des émotions unicolores, d'intensité variable, mais je ressentais des émotions multicolores, avec des intensités variables. Et lorsque je me permettais de les ressentir jusqu'au bout, au-delà des jugements intérieurs que je pouvais avoir sur ces émotions-là, eh bien, je me rendais compte, du coup, que j'apprenais, j'étais en train d'apprendre à mieux me connaître. J'avais accès, du coup, à une autre strate de mon authenticité. Je commençais, en fait, tout simplement à découvrir que les choses étaient beaucoup plus complexes au niveau émotionnel que ce que j'avais bien voulu accepter. Et quand je dis bien voulu accepter, ben, je pense que vous allez être plusieurs, à vous qui m'écoutez, à comprendre que parfois, on se retrouve dans des états comme ça où le mental est hyperactif et où on sent qu'il y a quelque chose qui nous rend fébrile, qui nous turlupine un petit peu. Et ça peut être effectivement à cause de quelque chose qui nous embête, et on est un peu prisonnier dans sa tête comme ça parce qu'on a l'impression de faire des rondes comme ça sans cesse, sans vraiment trouver de véritables solutions. Et l'une des solutions que moi j'ai très facilement, c'est plutôt d'essayer de m'anesthésier du coup dans des activités socialement acceptables, telles qu'énormément de travail ou beaucoup plus d'activités que d'habitude. Mais tout ça, en fait, n'apaise rien, et ça peut même créer des insomnies. Euh, et je me suis rendu compte, en fait, que c'est en m'imposant ces moments d'espace-temps où je me laisse ressentir jusqu'au bout ce que je ressens, aussi inconfortable cela puisse-t-il être, que je peux de nouveau alors retrouver un certain calme, que mon sommeil peut revenir. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, alors, de manière très résumée, en fait, j'en suis arrivée à la prise de conscience que lorsque je me permets de ressentir jusqu'au bout mes émotions sans me juger, ça peut être très inconfortable, effectivement, ressentir du mépris. Tiens, donc je suis une personne qui méprise les autres. Ressentir de la colère. Ah tiens, je suis une personne colérique. Et en fait, je me suis rendu compte que ressentir des émotions ne me donne pas la vérité sur qui je suis réellement, ne me donne pas la vérité sur qui est l'autre réellement, ne me donne pas la vérité sur mes propres intentions réelles et ne me donne pas la vérité sur les intentions de l'autre non plus. Par contre, mes émotions m'indiquent très clairement ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable pour moi, ce qui est tolérable et ce qui est intolérable pour moi. Et en m'indiquant quand mes émotions m'indiquent ce qui est acceptable ou inacceptable pour moi à l'instant T, à ce moment-là, elles m'indiquent mes limites. Elles m'indiquent des limites qui sont parfois fluctuantes et qui sont parfois stables également. Mais l'important, c'est pas qu'elles soient fluctuantes ou stables. L'important, c'est que à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans ce rapport-là, il y a quelque chose qui m'est soit intolérable, soit tolérable. Et je peux, du coup, comme j'ai accès à cette information-là, beaucoup mieux me positionner par rapport à autrui. Je peux, du coup, poser mes limites et dire ça me convient pas, ça me met mal à l'aise. J'ai besoin que des choses se passent plutôt comme ça. Et à partir de ce moment-là, peut vraiment débuter une véritable communication, une véritable échange avec l'autre personne. Et si l'autre personne, malgré cela, n'arrive pas, pour des raisons qui lui sont propres, à respecter mes propres limites, alors j'ai le choix de prendre mes distances, voire de couper temporairement ou définitivement la relation avec la personne. Et ça me permet du coup de prendre des décisions éclairées, des décisions qui soient dans le respect mutuel, qui soient dans le respect inconditionnel. Et pour moi, le respect inconditionnel, il commence par soi-même et il ne s'arrête pas à soi-même. Mais j'ai cette information précieuse de ce qui m'est intolérable réellement, ce qui m'est tolérable réellement également. Donc, ça, c'est précieux dans le sens où ça m'a permis aussi d'accéder à une forme de puissance naturelle, authenticité plus profonde, parce que, comme je l'ai dit dans la mise en contexte, le fait de se sentir libre de dire et de taire ce que l'on ressent, selon le contexte dans lequel on est également, c'est déjà une liberté qui donne de la force. Pouvoir se positionner, c'est déjà prendre de la force, c'est déjà pouvoir s'affirmer. Et cela donne accès à une puissance naturelle. Ce que j'entends par puissance naturelle, c'est quand on n'est pas dans le besoin d'avoir de l'ascendant sur autrui ou que l'autre ait de l'ascendant sur soi. Ça ne donne pas le besoin de vivre un rapport de force, d'en créer un ou de le nourrir. C'est simplement, on est dans la liberté de choisir ce qui est bon pour soi ou pas et de prendre de la distance avec ce qui nous est intolérable ou d'aller vers ce qui nous est très tolérable, acceptable, voire désirable. Et de pouvoir communiquer avec autrui également en lui donnant un droit de réponse, par exemple. Donc, j'ai ma voix qui qui s'en va. J'espère qu'elle va rester jusqu'au bout de ce podcast. On va voir. Challenge du jour. Bref. Donc, cette prise de conscience par rapport aux émotions, ça a vraiment été fondamental. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, après des années de thérapie par la parole, oui, certes, c'est bien, que ce soit dans le cadre d'un cabinet avec un psychiatre ou un psychologue, où il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont pu être entendues, que ce soit à travers des lectures ou des podcasts sur différents thèmes de la psychologie humaine, tout ça me permettait une certaine construction mentale, mais ça ressemblait plus à un petit sparadrap mental qu'on met sur des failles béantes comme ça, et il suffit d'une petite secousse sismique intérieure, dans son univers intérieur, pour que le magma émotionnel il revienne là, comme ça, il ébouillante le petit sparadrap, ou un petit coup de vent de la vie, et le petit sparadrap il s'en va aussi, et on est toujours là comme ça, avec ces failles, avec tout ce magma émotionnel qui peut même parfois ébouillanter les personnes injustement, des personnes qui nous sont proches ou pas d'ailleurs.
Et donc, je me rendais compte des limites, du coup, de la thérapie. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, maintenant, ce dont je me suis rendu compte, c'est que une bonne thérapie, un bon processus thérapeutique, en tout cas, ne peut pas faire fi des émotions, ne peut pas faire fi de cette responsabilité que l'on a, nous, en tant que patients, en tant que personnes en cheminement continu, en tant que personnes qui souhaitent, en tout cas, se guérir, se reconstruire. Eh bien, ça ne peut pas faire fi de ces moments très inconfortables également, où où on entre vraiment dans ce qui se passe dans notre cœur, dans nos émotions. Ce n'est pas que le mental qui peut être éclairci et éclairé, c'est également le cœur qui doit participer à ce travail. Et donc des expériences émotionnelles thérapeutiques dans un cadre thérapeutique, ou en tout cas des expériences émotionnelles suffisamment nourrissantes, suffisamment porteuses pour que cela nous permette d'entretenir des mécanismes de résilience qui existent déjà en soi et créer une forme de socle suffisamment solide pour qu'on puisse, et suffisamment porteur pour qu'on puisse avancer à la prochaine étape du processus thérapeutique. Alors, euh, puisque je viens juste de parler justement des émotions et de parler de tout ce qui est thérapeutique, je vais donner ici un exemple concret que j'ai vécu assez récemment finalement, qui va répondre à la question finalement en quoi les émotions peuvent-elles vraiment être un substrat thérapeutique. Alors, comme je l'ai dit, la vie est mouvement et je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'il s'agit ici d'un podcast sur YouTube, mais forcément, il y a des choses quand on a vécu un certain passé qui reviennent, qui réémergent dans le présent, parfois déclenchées par quelque chose d'assez anodin, mais ça revient et ça prend de la place. Et c'est ce qui m'est arrivé, et ça explique notamment pourquoi j'ai laissé un petit bout de temps avant de refaire une vidéo ou un podcast pour ma chaîne YouTube. Ça m'est arrivé et j'ai décidé d'intégrer un groupe de parole. J'ai décidé de mettre en place d'autres ressources thérapeutiques, de faire appel en tout cas, et de poursuivre aussi ce que j'avais déjà mis en place pour retraverser ça, pour me soutenir dans ce que j'étais en train de traverser à nouveau et ce que je continue à traverser encore. Et je suis arrivée du coup en séance de méthode Rosen avec Anne Closset. Et entre parenthèses, sur la méthode Rosen et Anne Closset, j'ai fait une vidéo, un échange avec elle sur cette méthode-là. Et donc, elle est publiée sur sur ma chaîne YouTube. Elle est accessible. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Là, on va uniquement parler de la méthode en tant que telle, donc pas du tout de ce qui va suivre ici. Mais donc, je ferme la parenthèse. Et donc, dans ces ressources thérapeutiques auxquelles j'ai fait appel, j'ai été donc refaire des séances de méthode Rosen. Et je suis arrivée dans son cabinet et je lui ai dit, ben voilà ce qui se passe dans ma vie pour l'instant. Il y a des choses de mon passé qui sont vraiment là. Je me rends compte de plus en plus à quel point cela gangrène mon présent, à quel point ça m'impacte et peut-être même que ça hypothèque mon futur. Je ne sais pas d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai décidé d'intégrer un groupe de parole, notamment pour pouvoir avancer sur certaines choses, autrement que dans un cabinet avec un psy. Et là, en fait, je traverse d'autres choses à côté et j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir faire face. Je ne me sens plus suffisamment forte pour pouvoir faire face à tout ça. J'avais vraiment l'impression que tous les mécanismes d'autorésilience en moi s'étaient vraiment désactivés suite à certaines choses et j'avais vraiment cette sensation-là. Et ce que Anne Closset, pour ne pas la citer, m'a répondu, que je trouve très juste, et j'espère vraiment que s'il y a des personnes qui se trouvent dans une situation plus ou moins similaire, à avoir la sensation de ne pas pouvoir faire face à certaines choses qu'elles ont vécues dans leur passé, j'espère que ce que je vais déposer ici pourra vraiment être potentiellement bénéfique pour elles. Ce que Anne Closset m'a dit, c'est, mais tu n'as pas à faire face. Faire face, c'est comme si tu allais encore revivre ce traumatisme, c'est comme si tu allais encore revivre ces viols, c'est comme si c'était encore là au présent. Alors que c'est quelque chose qui est passé, tu peux le laisser derrière toi.
Et ça, ce qu'elle m'a dit, Anne Closset, ça m'a vraiment parlé, parce que pour moi, je ne me définis pas en tant que victime de. Au présent, je ne suis pas une victime de. J'ai subi dans mon passé, et cela n'invalide absolument pas toute la difficulté et toute l'horreur et toute la gravité de ce qui a été vécu, mais aujourd'hui, je ne suis pas une victime de. Et pour moi, c'est très important, parce que le verbe être, qu'il soit nié ou pas, en tout cas le verbe être, c'est quand on est dans un processus, quand on est dans un processus thérapeutique, euh, il y a des choses qu'on veut laisser derrière soi. Et si on s'identifie à certaines choses du passé, si on dit je suis, quelque part, ça, c'est difficile de laisser derrière soi quelque chose qui appartient à l'être. On peut peut-être, c'est ma crainte en tout cas, avoir la sensation d'abandonner une partie de soi et donc de ne plus être tout à fait entier. Tandis que si j'utilise le verbe avoir, j'ai subi, eh bien, avoir pour moi est lié à l'idée de posséder et de se déposséder. Et donc, je peux effectivement laisser derrière moi quelque chose que j'ai reçu et que je n'ai pas choisi, que l'on m'a imposé à plusieurs reprises. Et donc, je peux le laisser derrière moi. Donc, ce que Anne Closset m'a dit à ce moment-là, tu n'as pas à faire face, tu peux le laisser derrière toi. Ça m'a parlé. Sauf que lorsque j'étais avec elle à ce moment-là, comme je l'ai dit, tous les mécanismes d'autorésilience étaient désactivés. Et donc, je lui ai dit, oui, oui, Anne, super, super, mais on fait comment, en fait, pour laisser derrière soi? Parce que je sais pas du tout, moi. Et ce qu'Anne m'a dit, et là aussi, j'espère que cette info peut être potentiellement bénéfique pour vous et ou pour autrui qui m'écoutez, c'est qu'elle m'a dit, c'est, en fait, de me laisser ressentir mes sensations physiques, donc retourner dans son corps, ce qui n'est pas toujours facile quand on a vécu certaines choses, mais de faire confiance à son corps, de retourner dans son corps, de rester en contact avec les sensations physiques, aux émotions qui nous traversent à ce moment-là. Et se laisser ressentir tout ça, se laisser ressentir sans se juger, juste se laisser ressentir. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est parce que moi, me laisser ressentir, j'ai parlé tout à l'heure de magma émotionnel. Magma émotionnel, c'est un mot peut-être un peu fort, mais c'est quand même assez vrai. En fait, ça révèle plutôt bien l'intensité des émotions qui peuvent ressurgir à l'évocation de certaines choses du passé. Et donc, je lui ai dit, oui, mais moi, j'ai peur. J'ai peur. Je veux pas, d'abord, je veux pas me souvenir de tout. Et surtout, j'ai peur de toute cette intensité. J'ai peur de me noyer à nouveau. J'ai déjà eu un aperçu de ce que ça peut me faire. J'ai mis du temps à m'en remettre. Je ne veux plus ça. J'ai peur. Non. Et ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, encore une fois, si jamais vous êtes dans si vous avez été ou si vous êtes dans cette même position, que celle que je viens de décrire. J'espère que ce que je vais partager ici et de ce que Anne m'a dit pourra potentiellement être thérapeutique, en tout cas être pas thérapeutique, mais en tout cas bénéfique pour vous. Ce qu'elle m'a dit, c'est non, tu ne te bouillanteras pas, tu ne te noieras pas dans l'intensité de ces émotions. Ce que tu peux faire, c'est toujours revenir à quelque chose du présent qui soit agréable, un objet, une pensée, quelque chose du présent qui soit agréable. Et ça va permettre à ton système nerveux de faire chaque fois le trajet entre le passé et le présent. Et plus tu vas faire ce trajet entre le passé et le présent, plus tu vas te permettre de ressentir cette intensité, au plus ça va diminuer. L'intensité des émotions va diminuer et ça va prendre de moins en moins de place et ça va pouvoir rester dans le passé. Et ça faisait écho à deux choses. La première chose, c'est que notamment dans le groupe de parole, il y avait cette idée qu'effectivement, lorsqu'on est noyé dans quelque chose, comme si on le revivait encore, on était en train de le revivre encore, eh bien, c'est de regarder autour de soi et d'obliger le mental, en fait, à décrire ce que l'on voit. Donc, par exemple, il y a des fardes devant moi. Combien y a-t-il de fardes? Il y a une, deux, trois, quatre, cinq fardes. Ces fardes sont au-dessus d'une étagère. Sous cette étagère, il y a une lampe de poche, etc. Bref, vraiment décrire factuellement ce qu'il y a autour de soi, voire poser ses mains à différents endroits de son corps pour revenir dans son corps. Donc voilà, il y a moyen, si on n'a pas forcément
à ce moment-là une idée de réconfort ou rassurant sur lequel on peut se raccrocher, ça peut être aussi juste d'ouvrir les yeux ou de garder les yeux ouverts et de vraiment obliger le mental à décrire ce qui se passe. Ou éventuellement, moi, ce qui me convient le mieux, c'est de me poser la question de dire qu'est-ce que je vois devant moi. Ah oui, il y a 5 phares, qu'est-ce que je vois devant moi? Tiens, ça me fait quoi, par exemple, de croiser cette personne qui a un bonnet arc-en-ciel? Ah ben, ça me fait sourire. Voilà, c'est des choses que c'est un des outils, en tout cas, que l'on peut garder pour faire ce chemin, pour permettre au système nerveux de faire ce chemin, de revenir dans le présent, et donc de ne pas être ébouillanté par ces émotions du passé, et au point qu'on a la sensation de revivre à nouveau ce même traumatisme. Et puis, ça faisait sens aussi, pour moi, le fait de revivre, en fait, c'est de m'autoriser à ressentir plutôt ces émotions dans toute leur intensité, parce que mais c'est comme un peu pour un processus de deuil. On a tous vécu une perte, que ce soit amicale, familiale, amoureuse ou autre, et on a beaucoup pleuré pendant plusieurs jours, et puis au fur et à mesure du temps, où on pleurait de moins en moins, ça provoquait de moins en moins de tristesse, et maintenant on peut y penser. Ça nous fait peut-être encore une petite émotion, mais ça ne prend plus toute la place et on peut envisager un futur, on peut vivre son présent, on peut continuer à vivre malgré tout et à exister en dehors de ça également. Donc, je trouvais ça vraiment très, très intéressant et ça m'a vraiment permis, quand je suis sortie de cette séance-là, d'avoir à nouveau tous ces mécanismes intérieurs de résilience qui s'étaient réactivés. Alors certes, tout n'a pas été résolu en une seule séance, tout n'a pas été, je ne suis pas guérie de tout, je ne me suis pas reconstruite maintenant totalement en un claquement de doigts. Voilà. Mais au moins, le fait que ce mécanisme d'auto-résilience ait pu être réactivé, ça me permet vraiment de ressentir que j'ai quelque chose en moi de suffisamment solide pour pouvoir continuer à traverser ce processus thérapeutique de reconstruction de moi-même. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais parler un petit peu plus tard des stress post-traumatiques, mais je voudrais quand même juste terminer par quelque chose que j'ai vécu aussi dans le cadre de cette séance de méthode Rosanne. C'est qu'à un moment donné, je ressentais une émotion de colère, en fait. Et mentalement, symboliquement, je m'affirmais, je m'adressais face aux personnes qui m'ont fait du mal. Et je m'adressais avec beaucoup de colère, évidemment. Mais en même temps, j'ai ressenti une immense souffrance tout d'un coup et une grande tristesse et j'ai commencé à pleurer. Et là, j'ai dit à Anne, je me souviens très bien, je lui ai dit, mais ça va pas du tout, enfin, ton truc, en gros. Là, je suis en train de m'affirmer, alors que, en fait, je suis en train de pleurer aussi. Je suis absolument pas crédible. Ce que je voulais lui dire par rapport à ça, ce qu'il y avait de sous-entendu derrière, c'est, mais tes émotions, en fait, elles me servent à rien. Elles me fragilisent, elles me vulnérabilisent face à des personnes euh, par rapport à qui je veux être forte. Enfin, qu'est-ce que tu me viens avec toutes ces émotions? En gros, je ferme la parenthèse. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec vous parce que c'est plein de bon sens et puis parce que c'est vrai également. Enfin, moi, en tout cas, je le perçois, je le ressens vraiment comme vrai. Elle m'a dit, tu sais, quand on regarde autour de soi, on voit beaucoup de personnes qui font énormément d'efforts pour paraître crédibles aux yeux des autres. Mais ce n'est pas ça la vraie force. La vraie force, c'est d'être authentique et de rester pour cela aussi en contact avec sa vulnérabilité. Alors c'est vrai que quand on est dans certains types de rapports, des rapports de pouvoir, des rapports de force, il faut cacher sa vulnérabilité parce que l'autre peut l'utiliser contre soi. Mais toi, tu peux rester authentique avec toi-même et rester en contact avec ta propre vulnérabilité, avec tes propres émotions et c'est ça c'est ça la véritable force. Et ça faisait sens pour moi, notamment pour ce que j'ai dit en début de podcast à propos de la puissance naturelle. Le fait d'accéder à une plus grande authenticité permet du coup d'accéder aussi à sa puissance naturelle. Et ça me rappelait aussi que oui, c'est bien de faire un travail sur les émotions, d'être authentique, etc. Mais il y a des contextes où il vaut mieux
comme dans l'hexagramme 36 du livre des changements, le Yi-King, voiler sa lumière intérieure lorsque les circonstances extérieures, lorsque le contexte est beaucoup trop dangereux pour sa propre intégrité psychologique, physique, de la propre intégrité de son être aussi au niveau spirituel. Donc voilà, je termine par rapport à ce témoignage de Séance Rosen où j'espère vraiment avoir pu apporter des pistes peut-être de réflexion pour vous qui m'écoutez sur les émotions. J'espère en tout cas à minima avoir pu exprimer en quoi finalement des émotions peuvent-elles être un substrat thérapeutique à travers cet exemple de séance de méthode Rosen. Je pense aussi que je vais reparler un peu plus des émotions, mais sous différents angles dans les prochains podcasts vidéo. Mais je ne veux pas surcharger ce podcast de tout ce que j'ai pu découvrir, de tout ce que je peux partager au niveau des émotions également. Mais je voudrais quand même juste terminer sur 2 points. La première chose, c'est au niveau des stress post-traumatiques. Pour les personnes que ça intéresse, je vais mettre en descriptif de cette vidéo un lien vers une vidéo de Dragon Bleu TV sur les stress post-traumatiques, où il y a psychiatre et psychologue chevronnés qui expliquent de manière très très claire, très accessible, je trouve, ce qu'est réellement le stress post-traumatique, comment on peut éventuellement s'en sortir, et qui cassent d'ailleurs certaines idées reçues, notamment sur les traumatismes de l'inceste. Deuxième point, c'est que par rapport aux émotions, j'ai oublié de le souligner, c'est vrai que on peut avoir la sensation que les émotions, c'est quelque chose qui peut être potentiellement dangereux, mais il y a une chose que j'ai vraiment pris conscience de manière très très limpide, c'est qu'effectivement, quand on est sous l'emprise d'une émotion, à ce moment-là, c'est comme si le mental ouvrait le dictionnaire euh, euh, qui est propre à cette émotion-là. Donc, par exemple, si je suis dans une émotion d'amour, dans mon mental, les phrases qui vont venir automatiquement, naturellement, appartiennent au dictionnaire de l'amour. Et donc, il va y avoir dedans, je t'aime, je l'aime, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle, quelle magnifique qualité, quelle belle personne, quelle belle âme, etc. Je l'adore, je veux passer du temps avec cette personne, etc., etc. C'est la personne la plus intelligente, c'est la personne la plus extraordinaire, etc. Par contre, quand je suis dans une émotion de colère, évidemment, ce qui me vient à mettre dans l'esprit, c'est pas quelle personne extraordinaire, je l'aime, quelle belle âme. C'est plutôt ce qui s'impose à moi, c'est quel connard, quelle connasse, il me fait chier, je veux pas passer du temps avec ça, etc., etc. Évidemment, la colère, tout comme l'amour, a différentes intensités, différents volumes, et le volume le plus fort étant la rage, évidemment, qui m'indique toujours, je le rappelle, quelque chose qui m'est à ce moment-là tolérable ou intolérable. Dans le cas de la colère, c'est plutôt ce qui m'est intolérable. Il faut quand même dire ce qui est. Mais donc, lorsqu'on est lorsque je suis dans cette émotion-là, les pensées que j'ai ne me disent pas la vérité sur qui je suis réellement, ne me disent pas la vérité non plus sur le sentiment que j'éprouve pour la personne. Parce qu'une fois que l'émotion est passée, alors reste le sentiment. Alors je peux savoir ce que j'éprouve vraiment pour la personne. Et donc, c'est pour ça que je peux me mettre en colère très fort contre quelqu'un alors qu'il y a un sentiment d'amour. Je peux me mettre très fort contre quelqu'un en colère et pourtant ne pas avoir le besoin d'agir, de passer à l'acte. Et par rapport à ça, je pense que nous avons tous notre propre responsabilité de choisir ce que l'on fait après. On va commettre des erreurs. J'en ai commis, je vais encore en commettre, mais l'important, c'est ce qui se passe après. Et l'important aussi, c'est de toujours garder à l'esprit que le respect inconditionnel, il commence par soi-même et il s'arrête pas à soi-même. Et donc, voilà. Je voulais juste dire ce que j'ai pu apprendre par rapport à ces émotions-là, ce qui me permet non plus de voir mes émotions comme mes ennemis ou comme quelque chose dont je dois me méfier parce que ça peut me fragiliser, mais plutôt comme une information qui m'indique uniquement ce qui m'est tolérable ou intolérable
désirable ou indésirable, acceptable ou inacceptable à ce moment-là, à l'instant T, sachant que ça peut fluctuer et que sur certaines choses, ça ne fluctuera pas. Il me reste à vous souhaiter le meilleur, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous également, en tenant compte des autres aussi. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être potentiellement bénéfique pour vous-même et ou pour autrui. Et je vous dis à très bientôt.